Le soleil glissait bas sur le désert salé, et la falaise formait une gorge de lumière froide où la pierre blanche semblait avoir oublié la chaleur. Là, derrière des replis de roches et sous l'ombre protectrice d'un olivier rabougri, gisaient des jarres d'argile, scellées et éteintes comme autant de lampes éteintes. On disait que ce silence conservait des paroles trop lourdes pour la surface du monde, des parchemins roulés, des lettres noircies et des prières privées, des textes qui avaient connu la peur et la fuite. Les manuscrits de la mer morte avaient la réputation d'être une révélation interdite, car ils portaient les voix d'hommes et de femmes qui pensaient que la fin du temps approchait et qui consignaient leurs réponses dans un alphabet tremblant. Aujourd'hui encore, ces fragments, ces pots, ces collets d'encre attisent l'étonnement, non pour contredire la foi, mais pour la situer, pour rappeler l'écheveau complexe d'où la vérité biblique est tirée et gardée. Avant que j'entre dans l'histoire proprement dite, un mot bref. Si vous voulez rester jusqu'à la fin et recevoir d'autres récits qui éclairent notre héritage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela nous aide à porter ces paroles loin. Restez avec moi, la suite vaut l'attention. Les récits qui suivirent prirent forme dans deux mondes qui se répondaient à distance. L'un était d'argile, de cendres et de voix qui murmurent dans la pierre. L'autre était d'acier, de cartes et de lampes électriques, d'hommes et de femmes qui contemplent la poussière pour y lire un visage. Les deux mondes se tenaient à la même plage du temps. L'un enfouissait la parole par crainte et fidélité, l'autre la révélait par curiosité et responsabilité. Au cœur du premier monde, il y avait une communauté qui vivait à l'ombre du Jourdain, près d'un lac sans nom pour les voyageurs, la mer de sel, qui réfléchissait le ciel comme un miroir brisé. Les hommes qui consacraient leur vie à l'étude et à la discipline se levaient avant l'aube, entourés du parfum d'encens et des sons réguliers des sandales sur le sol. On les appelait autrement selon ceux qui les estimaient. Certains murmuraient « les hommes de la règle », d'autres, d'un ton plus sévère, « les séparés ». Parmi eux, Ménahem était scribe. Sa main connaissait la plume et la peau, ses doigts portaient des traces d'encre comme des tatouages invisibles. Il écrivait lentement, et quand il relevait la tête, ses yeux semblaient chercher une voix au-dessus de la sienne. La main du scribe était calme, mais son époque était troublée. Les rumeurs de guerre coulaient comme des ruisseaux sous la tente. Des soldats approchaient, des villes se soulevaient, et la loyauté des foules vacillait entre l'espoir d'un chef terrestre et l'attente d'un messie encore indistinct. À la veillée, on lisait à demi-voix dans la lumière tremblante d'une lampe à huile. Les premières mains qui touchèrent ces textes comprirent qu'elles tenaient quelque chose de fragile et d'énorme à la fois. La révélation moderne prit la forme d'un va-et-vient, des mains amateurs, des collectionneurs, puis des universitaires. Des hommes montèrent sur les collines et descendirent dans les cavernes, des lampes à la main, des instruments pour mesurer, des carnets pour noter. Parmi eux se trouvait Claire Moreau, philologue française, qui avait consacré sa vie à la manuscritique. Elle avait les traits affinés par des nuits d'études, et ses doigts déjà portaient des petites cicatrices d'encre que seules les heures de lecture peuvent infliger. Elle descendit dans l'une des grottes à l'aube, la lumière tamisée comme une promesse. Quand elle souleva les feuillets, une odeur s'échappa, celle du cuir et de la poussière, mais aussi une note d'encens presque oubliée, comme si la mémoire d'une prière persistait dans la fibre. Elle pensa à Ménahem sans le nommer, parce que les mains qui avaient posé ces lettres appartenaient à des vies forgées par la même inquiétude du sens. Le travail de Claire et des autres fut un acte d'humilité plutôt que de conquête. Les manuscrits étaient fragmentaires, parfois réduits à des bandelettes minuscules où se devinaient quelques lettres. Le puzzle demandait patience et méthode. On cathétisait chaque morceau sur un tissu blanc, on photographiait, on frottait avec prudence. Les débats s'allongèrent. Comment restituer un mot manquant? Quelle variante accepter?
Les philologues, armés de leurs outils, se mirent à recoudre l'histoire à partir de fragments. À mesure que les textes se reconstituaient, la tension montait. Certains journaux parlaient d'une révélation interdite, vendeuse d'exotisme. Des voix, parfois, proclamèrent que ces écrits mettaient en péril des certitudes. D'autres se répandirent en spéculations, messianisme parallèle, liturgies inconnues, rites occultes. Mais la réalité, plus prosaïque et complexe, ressortit rapidement. Les manuscrits révélaient la diversité d'un judaïsme ancien, ses variations, ses prières, sa ferveur, ses règles et surtout son souci de préserver la parole. Ils contenaient des copies de livres que l'on retrouve plus tard dans les Bibles, mais aussi des écrits internes, des calendriers, des commentaires. Rien, dans l'ensemble connu, ne constituait une attaque frontale contre la foi chrétienne. Plutôt, ces traces posaient la question de la continuité et de la transmission. Parmi les fragments, certains traitaient de la figure d'un enseignant de justice, une figure qui organisait la vie communautaire et qui, pour la communauté, représentait l'autorité spirituelle. Les érudits débattaient, ce personnage est-il l'ancêtre d'une tradition messianique qui aura plus tard d'autres développements ? C'était un fil de recherche fascinant, mais il imposait une lecture prudente. Les manuscrits n'étaient pas des manifestes révolutionnaires contre la foi d'un autre. Ils étaient des témoins de luttes internes, de convictions ardentes, d'espoirs apocalyptiques. Ils montraient comment, depuis des siècles, des croyants ont tâtonné pour dire la vérité selon leur compréhension. La découverte provoqua aussi une réaction spirituelle. Des fidèles, face aux manuscrits, eurent l'impression d'entrer dans un sanctuaire. Ils virent dans ces textes une sorte de préhistoire des grandes croyances. D'autres, plus inquiets, craignirent que l'ombre de la diversité relativise ce qui, pour eux, était certitude. Il y eut des discussions passionnées dans les églises, dans les universités, dans les salons. Comment comprendre ces voix anciennes ? Doit-on les laisser fragiliser la confiance des croyants, ou doivent-elles être accueillies comme des éclats de la même foi ? C'est dans ce fracas d'émotions que la voix de Claire eut sa part d'autorité. Lors d'un colloque international, elle parla d'une manière qui n'était ni triomphante ni déréglée. Les manuscrits ne sont pas une interdiction, mais une invitation à l'étude et à la fidélité, dit-elle. Elle expliqua que ces textes obligeaient à distinguer deux choses, la révélation en tant que don divin et la manière humaine dont cette révélation est comprise et transmise. Les manuscrits rappelaient que la vérité biblique, pour parvenir jusqu'à nous, avait traversé des mains imparfaites, des débats, des révisions. Cela ne la diminuait pas, mais cela appelait à la vigilance. Il y eut des scènes intimes parmi ces débats, des institutions où l'on rapprochait un fragment contre un autre, où l'on lisait des lignes à voix haute et où la salle retenait son souffle. Dans une de ces réunions, un ancien professeur posa une main sur une bandelette et dit lentement « Écouter ces voix, c'est entendre des frères que l'on ne connaît pas. Ils priaient, ils craignaient, ils espéraient. Nous devons les entendre sans les juger d'abord. » Ce ton d'écoute, plus que toute polémique, fut salvateur. Pourtant, la passion humaine ne s'assagit pas facilement. Des rumeurs de censure circulèrent. On accusa certaines institutions de dissimuler des fragments dérangeants. L'imagination populaire inventa des complots pour faire de ces textes une boîte noire du sacré. Les érudits, pour leur part, riaient parfois de ces fantaisies, et d'autres les déploraient. L'histoire des manuscrits prit alors sa dimension moderne. On confronta l'exemplarité de la transmission à la tentation de l'usage idéologique. Le fil principal du récit, cependant, resta l'éternelle rencontre entre parole et écoute. Les parchemins parlaient d'obligations communautaires, d'interdictions, de pureté, de calendrier, d'espérance. Il disait, en mots parfois durs et parfois tendres, qu'une parole qui n'était pas conservée périrait. Il chuchota aussi que la vérité n'est pas l'apanage d'un seul groupe, mais une flamme que l'on garde ensemble. C'est là que la posture chrétienne trouve un élan.
Loin de voir les manuscrits comme une menace, nombre de croyants y virent une confirmation de la nécessité de garder, de lire et de proclamer la parole avec sérieux. La tension narrative trouva son point de convergence dans une scène où ancienne et moderne se répondirent presque physiquement. Dans une salle aux fenêtres aveuglées par la poussière, un petit groupe d'experts réunit des fragments isolés pour tenter une recomposition. Claire tenait en main une bandelette où l'encre n'était plus qu'un croissant noir. La lumière tombait en lambeaux sur sa table et l'air sentait la colle et le cuir chauffé par l'atelier. Lorsqu'elle sut qu'un mot pouvait correspondre à un autre, elle invita tout le monde à se rapprocher. Les lettres se mirent à s'aligner comme une prière retrouvée. Lorsque le texte fut reconstitué, non pas en un éclair, mais par un travail d'amour patient, la salle, soudain, se tut. Il n'y eut pas de sensation surnaturelle, la poussière continua de flotter. Mais pour un instant, on ressentit la tangibilité d'un passé. Les mots, recomposés, parlaient d'un peuple qui s'attachait à la pureté du temps et à la fidélité de la loi. Les assistants, de confessions diverses, partagèrent un frisson commun, un mélange d'admiration et d'humilité. Cette expérience ne détruisit aucune foi, elle la mit à l'épreuve et l'affina. Il est utile, ici, de préciser ce que les manuscrits apportèrent à la théologie et à la conscience chrétienne. Ils montrèrent qu'avant et autour de l'apparition du Christ, la Judée était un espace foisonnant d'attentes messianiques, de textes exégétiques et de liturgies multiples. Ils révélèrent la plasticité de certaines expressions religieuses, la nervosité du temps, la recherche d'un sens. Du point de vue chrétien, ces éléments ne dévaluent pas la nouveauté du témoignage apostolique, ils l'éclairent. Ils rappellent que la foi chrétienne s'enracine dans une histoire et qu'elle doit être proclamée non comme une invention théorique, mais comme l'accomplissement d'un récit qui a traversé des épreuves. À l'issue de la période la plus chaude des découvertes, les manuscrits furent restitués en partie au musée, étudiés, publiés. Leur exposition publique suscita des émotions contradictoires, émerveillement, colère, révérence. Certains fidèles, troublés, demandèrent des assurances. Ces textes peuvent-ils miner notre foi? La réponse, pour l'essentiel, fut pastorale et académique. Non, ils complexifient notre horizon, mais n'enlèvent rien à la centralité du mystère du Christ. Cette réponse ne fut pas un déni, elle fut une invitation à la maturité intellectuelle et spirituelle. C'est dans cet espace de maturité que naît l'appel adressé à toi qui écoutes. Les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas une relique à admirer sans suite. Ils sont un rappel que la parole qui vit mérite d'être gardée, lue et proclamée avec rigueur. Ils t'invitent à ne pas céder aux facilités de la relativisation. Les textes anciens montrent la diversité, mais ils invitent aussi à discerner la vérité. Ne confonds pas la pluralité des expressions humaines avec l'absence de vérité. Ne cède pas à la tentation de transformer la recherche en scepticisme paralysant. La fidélité consiste à écouter, à comparer, à soumettre toute chose à la révélation reconnue, tout en respectant les voies anciennes qui ont préparé le terrain. Le récit n'ignore pas les conséquences humaines. À l'époque des parchemins, il y eut des exils, des familles dispersées, des martyrs dont les noms ne nous sont pas parvenus. Dans la modernité, des vies furent prises par la passion de la recherche, d'autres furent brisées par la colère et la suspicion. Mais la leçon la plus durable demeure la responsabilité. Les manuscrits mettent sur nos épaules la charge de la transmission, non pas comme un fardeau d'arrogance, mais comme le soin d'un jardin. Garde la parole, cultive-la, laboure-la, protège-la contre l'usure idéologique et sème-la avec courage. Quand, au milieu des débats, quelqu'un proposa de garder certains fragments hors du grand public, Claire répliqua avec la fermeté d'une âme qui sait que la connaissance est une lumière. Cacher la parole par peur ne la protège pas.
il convient plutôt de l'éclairer. Sa phrase n'était pas un plaidoyer pour la complaisance médiatique, mais pour l'éducation, pour une lecture menée selon les critères rigoureux de l'historien et du croyant. Le temps fit son œuvre. Les manuscrits entrèrent dans les catalogues, les bibliothèques, les écoles. Ils continuèrent d'éclairer, d'opposer, d'aiguiser. Certains fragments restèrent perdus, d'autres furent remis en question. Une ombre de mystère demeura. Pourquoi ces textes précis? Pourquoi cette cachette? Pourquoi ces voies exactes? Peut-être parce que l'histoire aime laisser des lieux d'interrogation afin que l'humilité perdure. En refermant cette séquence, on peut mesurer l'héritage concret. Les manuscrits de la Mer Morte nous rappellent que l'écriture et la tradition ont cheminé dans des mains humaines fragiles, qu'elles ont été préservées dans des conditions parfois dramatiques et que leur réception moderne exige un regard à la fois critique et pieux. Ils nous enseignent la modestie de la connaissance et l'exigence de la fidélité. Toi qui écoutes, prends cela comme une exhortation. Sois vigilant quant à ce que tu lis et partages. Ne laisse pas l'émotion te pousser à la dérive, mais ne réduis pas non plus ces découvertes à un simple divertissement intellectuel. Que leur découverte te pousse à aimer davantage la parole, à te former et à la proclamer avec un cœur à la fois ferme et humble. Il y a dans ces feuillets la trace d'une piété qui savait protéger ce qu'elle aimait. À ton tour, protège et rends témoignage. Le vent du désert se leva, comme pour rappeler que l'histoire continue de souffler sur ces documents. Les jarres, aujourd'hui ouvertes, n'avaient pas révélé une clé unique et définitive, ton firme et inalabable. Les jarres, aujourd'hui ouvertes, n'avaient pas révélé une clé unique et définitive, elles avaient plutôt offert un miroir. À travers ce miroir, le croyant voit les racines de sa foi, l'érudit voit des fragments de langage, et le monde, parfois, voit une page d'humanité. La parole, si elle veut durer, exige d'être aimée et comprise. Les manuscrits de la Mer Morte rappellent que le trésor n'est pas l'objet en soi, mais la fidélité avec laquelle on le garde et le transmet. C'est là le sens profond de toute découverte, qu'elle nous ramène à la responsabilité, à l'humilité et à l'amour de la vérité. La nuit descendit sur la mer salée, et la falaise reprit son silence habituel, comme si elle tenait encore quelques secrets à demi soufflés. Mais la parole, une fois dévoilée, n'appartient plus seulement à celui qui l'a trouvée. Elle circule, frappe les esprits, appelle à la conversion. À la lumière vacillante d'une lampe d'atelier, Claire plaça une dernière bandelette dans une vitrine. Elle sentit, plus qu'un objet, la densité d'une histoire partagée. Elle pensa aux mains qui avaient roulé ces parchemins, aux vies brèves et aux espoirs immenses. Elle sut que la fascination pour ces manuscrits ne se tarirait pas, car ils portent en eux quelque chose d'irrésistible. Le souvenir d'un peuple qui tenait à la parole comme à une bouée sur la mer d'un temps incertain. Et si, parfois, l'on parle de révélation interdite, c'est peut-être parce que certaines vérités n'acceptent pas d'être possédées sans effort. Elles demandent une écoute dure, une lecture patiente et une proclamation fidèle. Les manuscrits ne sont pas une menace pour la foi, mais un appel à la défendre, non par la haine ni la fermeture, mais par l'étude, la prière et la proclamation. Que ce geste soit notre héritage, garder la parole vivante, la transmettre et la proclamer avec une simplicité courageuse. Elle resta un long moment devant la vitrine, la lampe d'atelier suspendue comme une veilleuse qui protégeait le parchemin. Les lettres, minces comme des racines, semblaient attendre autre chose qu'un regard rapide, une attention qui tresse la patience avec l'humilité.
Claire posa la paume sur le verre, non pour toucher, mais pour sentir, d'une manière presque rituelle, la frontière entre ce qui avait été caché et ce qui désormais se donnait au monde. Le lendemain, la maison de conservation s'éveilla à un autre rythme. Des colis arrivèrent, des demandes affluèrent, des institutions écrivaient pour savoir si elles pouvaient prêter ou reproduire. Claire lut chaque lettre avec l'idée fixe de ne pas céder à la facilité. Il y avait l'offre spectaculaire, fonds, salles, vitrines brillantes, et puis la demande simple, pouvoir lire, comprendre, interroger. Elle choisit la seconde. Les manuscrits, disait-elle dans ses réponses, n'étaient pas des trophées, ils étaient des interlocuteurs. Samir, son assistant, apporta le café. Il avait les mains tachées d'encre d'une consultation nocturne, et ses yeux portaient l'excitation qu'ont toujours les jeunes chercheurs, un appétit pour les questions plus que pour les réponses. « Il y a une délégation qui veut venir de la ville voisine, murmura-t-il. Il propose une salle entière pour l'exposition. » Claire hocha la tête sans donner d'enthousiasme. Elle savait combien la magnificence peut masquer la vérité. Une belle scénographie n'est bonne que si elle aide à comprendre, non à éblouir. Les semaines suivantes furent consacrées à la stratégie du regard. Elle engagea des restaurateurs, des philologues, des médiateurs culturels. Elle rédigea des notices qui racontaient autant l'histoire du manuscrit que les incertitudes de sa lecture. Chaque mot comptait. Il fallait éviter la présomption et la fuite en avant. « C'est notre responsabilité, dit-elle lors d'une séance plénière, d'apprendre à nos visiteurs comment douter avec dignité. » La phrase fit sourire les plus jeunes, agacer les plus dogmatiques. Mais c'était là, pour Claire, la forme la plus honnête d'enseignement. Un après-midi, un homme se présenta sans rendez-vous. Il était âgé, le visage marqué par le soleil et le vent du plateau. Il prononça peu, mais ses mains enveloppaient une histoire. Il s'appelait Abou Naji. Il vécut là-bas, non loin des grottes, et sa famille avait connu des secrets dont on ne parlait pas dans les livres. Il avait entendu parler des jarres, avait vu des hommes qui passaient en silence, qui enterraient, qui priaient d'un geste rapide. « Nous avons mis les mots au frais, dit-il en français hésitant, parce qu'ici la parole se mange vite. » Sa voix portait une sorte de pudeur ancienne. Assis face à face, dans la salle claire, Claire écouta ce qui n'était pas une leçon académique, mais un récit de garde. Abou Naji raconta des nuits à souffler sur des braises, des voix qui conseillaient d'enterrer, non par peur du conte, mais par amour du langage. Il était venu voir ces bandes qui avaient dormi tant d'années pour s'assurer qu'on les traitait bien. « Vous les montrez comme on montre des pierres rares, dit-il. Mais ces mots, c'est notre eau. Donnez-leur une coupe, pas une vitrine. » Le propos, simple, imposa la question. Que fait une société quand elle convertit le sacré en objet d'exposition ? La réponse de Claire n'était pas immédiate. Elle comprit, pourtant, que la démarche muséale devait s'ouvrir à la voix des lieux et des hommes qui avaient porté ces manuscrits. Elle invita Abou Naji à participer, non comme curiosité exotique, mais comme témoin vivant d'un continuum humain. Son arrivée à la table des conseillers offrit un autre angle. La conservation n'était pas seulement technique, elle était relationnelle. Chaque décision d'exposition devenait dès lors un acte d'écoute. Au même moment, les débats académiques s'envenimaient. Certains cherchaient de nouvelles révélations textuelles, des relectures qui promettaient de renverser des lectures établies. D'autres, au contraire, craignaient la mise en doute de certitudes confortables. Claire fut appelée à participer à une réunion scientifique où l'on discutait des limites de l'interprétation. Autour de la table, on brandissait transcriptions, concordances, hypothèses. Un jeune philologue proposa une lecture qui ferait vaciller une lecture liturgique bien ancrée. La salle se tendit. « Nous devons être prudents, dit l'un des anciens. On ne peut pas remplacer foi par spéculation. » « Ni la foi ni l'histoire n'ont intérêt à la sclérose, répliqua Claire calmement. Ce que nous avons devant nous est un document humain. Le considérer comme un trésor immuable, c'est le laisser mourir. Le soumettre à l'examen critique, c'est lui offrir la chance d'être compris. Sa voix ne fut pas une condamnation, mais un appel à un équilibre difficile. Respecter la tradition sans étouffer le questionnement.
Au-delà des cercles savants, l'opinion publique s'éveilla aussi. Des voix religieuses firent entendre leur peur, et si les textes ébranlaient des croyances. D'autres voix, laïques, exhortèrent à une divulgation complète. Entre les deux, Claire tenta d'instaurer un modus vivendi. Elle organisa des rencontres ouvertes où l'on discutait, lisait et priait côte à côte. Ces heures furent parmi les plus intenses. Elles transformaient les polémiques en conversations. Parfois, la paix n'était qu'un silence partagé après une lecture. À d'autres moments, elle se prenait la forme d'un questionnement commun où la réponse la plus honnête était d'admettre l'incertitude. L'inauguration de l'espace de consultation fut humble. Il n'y eut pas de ruban rouge, pas d'éclat publicitaire. Ce fut un matin clair où quelques familles, quelques étudiants, quelques vieillards vinrent. Les vitrines étaient sobres, les cartels expliquaient le processus, provenance, datation, enjeux de conservation, difficultés de traduction. Un coin accueillait les enfants, on leur apprenait à tracer des lettres, à imaginer la vie d'un scribe. Claire circulait parmi eux, écoutant, corrigeant, approuvant. À un moment, une petite fille, les yeux grands, la tira par la manche. « Pourquoi ces mots ont-ils été enterrés ?» demanda-t-elle, innocente et tenace. Claire sourit et sa réponse fut simple. « Parce que quelqu'un a voulu les protéger, comme on protège une chanson qu'on aime. Maintenant, nous devons apprendre à la chanter ensemble. » La fille hocha la tête comme si le monde venait de recouvrir un sens. C'était peut-être là la victoire la plus discrète, transmettre, non pas posséder. Mais la route était loin d'être terminée. Les analyses en laboratoire continuèrent, révélant des pigments discrets, des fibres insolites, des corrections de main qui indiquaient un usage long et patient. Chaque découverte ouvrait d'autres chemins de recherche. Claire reçut des étudiants en permanence. Ils apportaient des hypothèses nouvelles, des perspectives inattendues. Certains textes, jadis marginaux, prirent une vie propre dans la discussion collégiale. L'herméneutique, se disait souvent Claire, est un chantier infini. On n'y met pas des pointes, on y tend des mains. Un soir, alors que la mer salée étincelait à l'horizon, Claire referma les volets de l'atelier. Elle pensa aux jarres, elle pensa aux mains qui avaient roulé et déroulé ses parchemins. Elle pensa à Abou Naji et à cette phrase simple que lui avait dite ce matin-là, « Protéger, ce n'est pas cacher, c'est garder vivant ». Elle comprit que le geste de traduction, de conservation et d'exposition n'était pas seulement un travail d'exégète, c'était un acte de paternité et de maternité historique, délicat, exigeant, irréductible à la vitesse. Les lettres demeuraient fragiles, mais elles avaient regagné le droit d'être lues. Et dans cette réouverture du dialogue, Claire entrevoyait une autre forme d'espérance. Non pas une certitude nouvelle, mais la possibilité d'un engagement renouvelé entre les temps. Les paroles qui avaient été enfermées dans la terre reprenaient leur liberté, non pour imposer une vérité définitive, mais pour inviter chacun à écouter, à penser et à agir avec plus d'attention. Alors que les derniers visiteurs quittaient la salle, elle resta encore un instant, regardant le panneau d'accueil où était inscrite la devise qu'elle avait choisie pour l'exposition. Lire pour comprendre, comprendre pour aimer. Le mot « aimer » là n'était pas sentimental, il portait la densité d'une responsabilité. Et puis la nuit tomba sur la falaise, exactement comme la première nuit après la découverte. Les jarres avaient été ouvertes, leurs secrets partagés. Mais le temps, fidèle, continuait de poser ces questions. Qui aurait la patience de répondre? Qui accepterait d'apprendre que la connaissance comporte toujours un prix, celui de l'humilité? Claire prit la lampe et la remit dans son étui. Elle savait que d'autres archives attendaient, d'autres voix réclameraient d'être entendues. Pour l'instant, elle ferma la porte, laissant derrière elle la lumière tamisée d'un savoir en devenir. Dans la rue, un passant s'arrêta et leva les yeux vers la falaise. Peut-être, pensa-t-elle, certains secrets ne sont pas faits pour être consommés d'un seul regard. Ils appellent une vie entière de questions. Et c'était, finalement, le don que ces manuscrits offraient, l'invitation à demeurer curieux, critique et surtout fidèle. Fidèle à la parole, mais surtout fidèle à ceux qui l'ont gardé longtemps dans le silence.
Claire glissa la clé dans sa poche et descendit vers la jetée. Le vent portait encore des feuilles de papier, comme des promesses inachevées. Elle pensa aux mains qui avaient attendu des siècles pour être lues, et à celles qui, désormais, continueront de les tenir avec douceur. Elle ne cherchait plus la dernière parole définitive. Elle voulait seulement que la parole circule, fragile, exigeante, vraie. Et, face à la mer, elle fit la seule promesse qui lui semblait juste: rester attentive, apprendre, partager. La falaise gardait ses ombres, la lampe dans son sac gardait sa lumière. Elle reprit le chemin de la ville, non pour clore un chapitre, mais pour tenir la veille.